c'est aussi un film sur la nécessité de revendiquer le plaisir, quoi. On ne peut pas revendiquer que la survie, quoi. Il faut revendiquer la vie. Je me suis toujours arrangé pour que toutes les histoires que je racontais pouvaient se raconter ailleurs que l'endroit où je les racontais. Même si je les ai racontées toujours au même endroit, ou presque toujours. Bon. C'est-à-dire que je suis toujours débrouillé pour que des scénarios et des lectures possibles, évidemment, ailleurs. Enfin, même mon premier film, Dernier été, peut évidemment se tourner... aurait pu, pardon, se tourner dans une banlieue d'un port, à Hambourg, à Liverpool, ou que sais-je encore. Comme tout d'ailleurs, ces ports-là, à ce moment-là, à moitié désaffectés, avec les changements qu'il y a eu dans le commerce mondial dans ces années-là. Voilà. Et le récit lui-même pouvait être transposé, clac, mécaniquement ailleurs, il n'y avait aucun souci. Je fais ça sur tous mes films. Après, justement, j'allais dire que j'aime bien, mais c'est bon, retourner à l'Estac, j'allais dire presque une fois tous les... Grosso modo, ça fait presque une fois tous les 10 ans, en fait. À peu près, quoi. Le premier, Marius, Les Neiges, et celui-là, bon, ça va à peu près, quoi. Bon. À peu près tous les 10 ans. C'est comme si ça me permettait, mais c'est très... justement, c'est très subjectif. Comme si tourner là, c'est quand même étonnant, c'est comme dans un village, je tourne évidemment, je connais tous les gens dans la rue, des gens arrêtent le tournage pour me faire une bise, enfin des grands-mères qui m'ont vu petit, enfin bon, c'est bien sûr, c'est un quartier de Marseille, mais c'est comme un village, bien entendu, et ça me permet de faire le point, en fait. Le point sur mon cinéma aussi, sur sur pourquoi je fais du cinéma, sur comment j'en fais, comment j'ai envie de continuer à en faire, et aussi le point sur, je veux dire, pas un état de la solidarité, ou peut-être, oui, un état de la solidarité, voilà. Je dis plus dans la classe ouvrière, puis bon, il y a moins de classes ouvrières en Occident que ce qu'il y en avait il y a 40 ans, bien sûr, on le sait tous, c'est un fait sociologique. Donc, mais on va dire, pour ça j'utilise l'expression de Victor Hugo, le point sur l'état de la solidarité chez les pauvres gens. Voilà. Et c'est encore le cas, là, c'était le cas dans Les Neiges, c'était le cas dans Marius, voilà. Et c'était le cas de la dernière été, bien sûr, dans le premier film. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des filles, et tous les 10 ans, je retourne dans cet endroit-là. Mais ça me permet aussi, de manière extrêmement subjective, d'être là tous les jours, pendant de nombreuses semaines de tournage, de préparation. Évidemment, je suis bien, je suis aussi en permanence dans la réminiscence. Hein. Je veux dire, tous les gens que je croise me rappellent des souvenirs. Voilà, une anecdote ou quelque chose que nous avions fait ensemble il y a 50 ans. Enfin bon, c'est aussi très, très agréable, quoi. Le film, de manière parabolique, c'est un film sur le partage, et si le partage n'a pas lieu, sur le vol. Voilà, bon, le vol, bon. Et quand j'étais, effectivement, quand j'étais étudiant, j'avais lu le livre d'Hobsbawm sur le banditisme social, qui était sa thèse, je crois, de ce grand historien anglais marxiste. C'est vrai que le vol a toujours, si on étudie le vol a toujours eu, depuis la nuit des temps, un lien avec le partage que la société ne fait pas, donc avec la révolte, parfois avec la révolution, parfois avec le vol, l'impôt révolutionnaire, etc. Tout ça, bon, voilà. Donc il y a quelque chose autour de ça dans ce film-là aussi, c'est-à-dire, bon... Donc commencer par un vol qui est un vol, un mauvais vol, on va dire, voilà. Qui est un vol de pur... on devine que, bon, d'ailleurs, c'est un saccage, il casse des tuyaux, bon, il jette tout, fout tout en l'air, bon, tout ça pour trouver de l'argent. C'est vraiment un vol... j'allais dire, c'est un vol bourgeois, si je puis dire. C'est un vol de rapine capitaliste. J'ai fait toutes les courses. Merci, ma belle. Je mets la monnaie dans le compotier.
Ça, c'est le mauvais vol. Et effectivement, après, on passe assez rapidement et on va décrire beaucoup plus, avec beaucoup plus d'attention, après cette espèce de prologue, en fait, voilà, une manière de voler beaucoup plus juste. Voilà. Une manière de voler beaucoup plus juste. Bon, effectivement, Maria va jusqu'à dire je prends ça, non, je prends pas ça, c'est-à-dire qu'elle vole de manière, surtout à ce que les gens qu'elle vole ne soient pas lésés, bien entendu. Et elle vole, effectivement, pour deux raisons qui me semblent extrêmement intéressantes. Bon, évidemment, elle vole pour payer des leçons de piano à son petit-fils parce qu'il n'y arrive pas. Elle n'arrive pas avec ses propres, le fruit de son travail, avec son salaire, donc elle n'arrive pas à payer ses leçons. Mais elle ne vole pas que pour ça. Et ça m'intéresse aussi. Elle vole aussi quand même parce qu'elle aime bien écouter de la musique en mangeant quelques huîtres. Bon, c'est pas le diable, quelques huîtres, c'est pas si cher que ça. Mais bon, il y a quand même des gens qui ne peuvent pas s'acheter d'huîtres. Donc elle vole aussi pour avoir un peu de plaisir, un peu de jouissance, en fait, voilà. Et du droit au plaisir. Et ça, moi, je trouve que le film, c'est un film très basé sur cette question-là. Je m'en suis aperçu d'ailleurs, là aussi, en le faisant, au montage, etc., que évidemment, c'est un film aussi sur le pouvoir d'achat, on pourrait dire, mais bon, sur le pouvoir d'achat des Français. Mais c'est aussi un film sur la nécessité de revendiquer le plaisir, quoi. On ne peut pas revendiquer que la survie, quoi. Il faut revendiquer la vie. Je dis ça même du point de vue syndical et politique, je dis ça de manière très bon. Je peux le dire de manière générale, je peux le dire dans un meeting demain matin. On ne peut pas se battre que sur des revendications matérielles. On ne peut pas se battre que sur des augmentations de salaire, des non-diminutions d'impôts, en particulier, voilà, l'impôt sur les retraites en ce moment. Enfin, non, il faut aussi se battre pour faire du sport, pour aller au théâtre, pour aller se baigner, pour aller pour profiter de la vie, quoi, pour faire des petits voyages. Je ne dis pas d'ailleurs pour aller à l'autre bout du monde, mais pour faire un petit voyage à la campagne si on habite en ville. Enfin bon, voilà. Donc tout simplement pour pouvoir prendre l'air, quoi, respirer l'air du temps, quoi, je veux dire. Je crois qu'elle est un peu... Elle a une petite addiction, c'est-à-dire la petite... Ariane, quand elle parle du personnage, elle dit qu'elle a un petit grain, quoi. Elle est un peu décalée, elle a un petit truc de folie. Elle est un peu fadade, comme on dit dans le midi. Fada, ce qui veut dire, ceci dit, touchée par les faits. Donc elle a un petit côté comme ça, qui est un petit côté de femme sous influence, enfin, elle a un truc un peu décalé. Et du coup, évidemment, si elle est anarchiste, comme ça, un peu, elle est de manière tout à fait inconsciente, bien sûr, voilà. C'est pas une démarche, justement, ça aurait été un autre film, c'est pas une démarche, évidemment, politique, consciente, etc., du tout, du tout. Au revoir. Maria! Oui? Il y a des comportements aussi de consommateurs différents, quoi, voilà. Eux, d'ailleurs, Maria, le couple principal, Maria et Gérard Mélin, le personnage joué par Gérard Mélin, on voit que même ils ont cru un certain temps probablement à ce qu'on a appelé la société de consommation, bon, une espèce de le capitalisme du crédit, quoi, des années 80-90. Donc ils ont acheté, ils ont dépensé, ils ont pensé qu'effectivement il y avait du bonheur de ce côté-là, ce qui est probablement, ce qui est maintenant de manière certaine, ce qui a été une illusion et une manière effectivement pour le capitalisme d'enchaîner encore plus les gens. Enfin, Dieu sait si je suis contre le crédit, quoi.
Le crédit, c'est une horreur. C'est les dernières chaînes qui ont trouvé le capitalisme. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Il y a différentes manières de consommer, de conserver, de posséder des objets ou pas. C'est vrai que bon, il y a ce vieux couple aussi qui tient énormément à garder ces objets qui étaient promis pour un mariage, etc. Et qui devient, donc à ce moment-là, c'est des choses très symboliques. Il y en a que juste ce qu'il faut pour arriver effectivement à se nourrir et qui doivent, bon, le mari, effectivement, le beau-fils, doit faire des déplacements toujours et pour gagner un petit peu plus d'argent. Mais comme souvent, les chauffeurs routiers, souvent, sont obligés de choisir, en tout cas quand ils sont jeunes, de choisir des voyages internationaux parce qu'ils gagnent un petit peu plus d'argent. Enfin, ils économisent souvent sur leur défraiement pour arriver à avoir un petit peu plus d'argent. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des différents modes de consommation. Ça, j'ai toujours fait ça. Je ne peux pas dire j'adore ça, en fait. C'est un des moments que je dis souvent que je préfère, parce que j'aime bien toutes les étapes, en fait, sur un film, mais les repérages, ça me plaît beaucoup. Parce que, bon, les gens me disent, tu tournes toujours à Marseille, tu ne repères pas. Je dis, bon, ben, évidemment que je repère à Marseille. Donc, sur un territoire que je connais bien, je vais chercher dans tel ou tel quartier, je dis, un décor qui fonctionne pour tel ou tel personnage. Donc je dis toujours qu'à le début de film, on fait le Marseille du film. Voilà. Et bien on le reconstitue. Le bout, on punaise des photos au mur, on dit voilà, ce personnage habite là, ce personnage habite là, ce personnage habite là. Donc ça, c'est les choses que je préfère. Et bien sûr, ça marque fortement la ville si je prends Gloria Mundi, qui est notre film, tout le monde était très surpris en disant on a pensé qu'on n'était pas à Marseille, en fait, en voyant nos films. Et parce qu'on avait très précisément, là c'est l'inverse, on avait très précisément dit au début du film, on ne tournera pas de seule séquence à l'Estac. C'est-à-dire jamais dans un univers un peu villageois, comme ça, avec des petites maisons, la mer au fond et tout ça, pas du tout. Donc on a tourné dans un Marseille beaucoup plus urbain, avec des étages, voilà. Donc ça, c'est une chose qui me semble essentielle. Mais je déteste les décors qui ne racontent pas d'histoire. On ne tourne pas dans un décor. Évidemment, dans tout le cinéma bidon, on va chercher des jolis décors. Moi, je me fous des jolis décors. Il faut tourner des décors qui est dramaturgiquement, qui racontent le même film, que l'acteur, que le personnage qui habite ce décor-là, etc., etc. Donc c'est vrai que ça me semble tout à fait essentiel d'aller chercher effectivement les décors, les rues, les décors naturels. J'adore cette séquence hein, qui n'était pas évidente, même sur le papier. Tout le monde m'a dit, y compris les partenaires, etc. m'ont dit, t'es sûr de ce coup de théâtre, hein, enfin, ce coup de cinéma, voilà. Mais c'est vrai que enfin, d'abord, j'adore l'idée qu'on ne puisse pas, une seconde avant que ça arrive, penser que ça va arriver. Donc j'aime la surprise totale, quoi. Après, effectivement, une surprise, ça passe ou ça passe pas. Donc il y a un risque total. Mais j'aime effectivement que dans une simplicité de récit, il y a un risque total aussi. Il y a un robot absolument inattendu. Bon. Et là, en plus, sur cette question-là, qui est une question aujourd'hui extrêmement sensible, donc la question des rapports hommes-femmes, cette espèce d'ambiguïté qui dure, bon, pour moi, dans mon regard, elle dure, mettons, 1 minute, quoi, 1 minute 30. Bon. Fait pour déjà un petit peu plus que, un peu de vue que moi, elle dure 3-4 minutes, il faut attendre la séquence d'après. Bon. Mais en tous les cas, cette ambiguïté, parce que quand même, elle est en demande, elle lui donne de l'argent, elle est en demande de remboursement et tout. Donc on peut penser qu'il y ait une seconde, on peut penser qu'il y a un abus de position dominante, encore que c'est travaillé, son regard à lui, visiblement, il est devant la Madone, quoi. Il tombe, bon, il tombe raide devant cette fille. Et
Et il s'approche, il lui met délicatement la main sur l'épaule. Il se dit, effectivement, il va quand même pas se passer quelque chose entre eux. Et oui, il se passe quelque chose entre eux. Parce qu'elle-même ravale ses larmes, se laisse séduire, avec une petite, on ne sait pas, nous là aussi, alors on se dit, est-ce qu'elle se laisse séduire pour arranger le coup, ou est-ce que vraiment c'est un choc sensuel là, bon. Après, on s'aperçoit que c'est un choc sensuel, et on s'aperçoit, évidemment, dans toutes les séquences, jusqu'à la fin du film, qu'au fond, c'est une vraie histoire d'amour. Voilà. Je trouve ça absolument passionnant, parce que ça dit, d'abord, ça dit aussi que il y a quelque chose de très optimiste dans cette affaire, dans cette scène et dans cet élément de récit, parce que on peut être surpris à tous les stades de sa vie. Voilà. Quelque chose peut advenir. Et ça, je dis pas ça de manière mystique, c'est pas, on va pas avoir les anges du ciel qui vont venir, mais il peut se passer quelque chose dans nos vies, voilà. Et je crois dans nos vies au travail, dans nos vies amoureuses, dans nos vies affectives, dans nos vies. Je crois qu'à tout moment et à tout âge, il peut se passer quelque chose d'extrêmement rare, surprenant et mystérieux. Donc, voilà. C'est une espèce de croyance, d'ailleurs, au sens strict du terme, en l'éros, quoi, voilà. Je trouve ça assez intéressant hein, que chaque spectateur imagine une suite ou pas à cette histoire. Et c'est selon son propre point de vue et sa propre vie qu'il va imaginer une suite. Donc est-ce qu'ils vont rester tous les trois comme ça? Est-ce que ça va durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que finalement il va y avoir une rupture, elle va partir avec eux ou rester avec l'autre? Bon, voilà, chacun peut se faire une opinion et penser à partir de sa propre expérience ce que lui ferait, ce qui lui est déjà arrivé, etc. etc. Voilà. On laisse ça très ouvert. Mais c'est vrai que je tenais à montrer que... et là, je rejoins un peu Marie-Jo et ses 2 amours, hein, un petit peu, bon, qui est un vieux film. Je tenais à montrer que, en tout cas, pendant un certain temps, il est possible d'être amoureux de 2 personnes à la fois. C'est vrai que sur ce film-là, c'est particulièrement important, bien sûr. La musique en général, moi, j'aime beaucoup utiliser de la musique même existante, hein, classique ou des tubes d'ailleurs. J'aime beaucoup utiliser des tubes de variété très très connus. Parce que, et je l'aimais toujours, ouais, je crois que ça doit toujours provoquer la musique un léger décalage. C'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est vraiment un élément de mise en scène important dans le sens où ça doit évidemment adhérer, je dis, ça doit coller avec l'image, voilà, mais avec un léger décalage. Voilà. Ça doit un peu nous déranger la musique, hein. Mais un tout petit peu, puisque si ça nous dérange, évidemment, si ça nous dérange trop, on se dit qu'est-ce que c'est ce truc-là, on sort du film, on se met à réfléchir, enfin bon, donc il faut que ça marche. Mais c'est comme s'il y avait de temps en temps 2-3 notes de musique qui font que on se dit mais merde, qu'est-ce que c'est ce truc, voilà. Alors pour ça, c'est vrai que le rapport avec les morceaux classiques que le petit joue et cette musique-là, qui rend en fait les choses, c'est le sentiment d'étrangeté chez Brecht, quoi. Voilà, c'est l'effet d'étrangeté chez Brecht, le fameux, ce qu'il appelait l'effet V, le Verfremdung-Effekt, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que toute proposition peut en cacher une autre, en fait. Voilà. Comme si dans tout, il y avait toujours un petit truc, voilà. On est toujours dedans, dehors, on réfléchit, voilà. Et c'est vrai que, du coup, la musique, on l'a travaillé beaucoup dans ce sens-là, avec Michel Pétrosian, avec qui j'ai fait Bételin. C'est le 3e film. Et on a travaillé beaucoup ensemble. C'est-à-dire, je ne finis pas le film, je lui donne et il me fait de la musique. On ne fait pas ça. En cours de montage, on envoie des séquences. Je dis, oh, Bernard et moi, mon monteur et moi,
on lui envoie des séquences, il nous fait des propositions. Aujourd'hui, en numérique, c'est assez fastoche d'envoyer des propositions. Il me dit, on vous envoie des propositions, on n'aime pas, on choisit même des instruments. Je dis, non, la contrebasse, là, c'est trop triste, bon, ça me saoule. Bon, il revient avec un hautbois. Mais bon, et on change comme ça, donc on travaille vraiment ensemble, en fait, et à l'image, au fur et à mesure du film, au fur et à mesure du montage. Bon, ça, je remercie Michel pour ça, d'ailleurs, parce que ça suppose qu'il soit quand même pas mal libre pendant tout ce temps-là. Mais je crois pas que ça se fasse, ça se fait très rarement comme ça, la musique, en fait. La musique se fait au montage au fur et à mesure. Comme s'il était à la pièce avec nous et il travaille en permanence. On avait simplement choisi les morceaux que le petit jouerait, bien sûr. Qui sont aussi des morceaux, on a choisi des morceaux qui ne sont pas les morceaux les plus attendus, là, par contre, effectivement, pour là aussi qu'il y ait un petit décalage, qui ne joue pas la lettre en lisse, quoi. Il joue, bon. À un moment donné, il jouait Mozart, qui est un petit peu connu. Mais sinon, les morceaux choisis sont des morceaux un peu... sont même parfois à mi-chemin entre la musique classique et la musique contemporaine. Enfin, il y a Prokofiev, choses comme ça. Pour justement, là aussi, décaler un peu, quoi. Je crois sur une méthode de fabrication, mais qui est assez simple, qui repose surtout sur le fait que je travaille depuis des années avec les mêmes techniciens, les mêmes acteurs. Donc je travaille quand même avec une troupe, on pourrait dire, de théâtre. C'est peut-être la meilleure manière d'en parler. Avec ce troupe, donc, on joue des tragédies, des comédies, des mélodrames, enfin des films d'amour, des films policiers, tout ce qu'on veut. Voilà, on peut tout faire. Après, c'est vrai qu'on le fait tous avec un même souci que nous avons toujours eu, en fait, avec un souci d'économie. Économie d'écriture, j'allais dire, mais parce que je crois au cinéma économique en écriture. C'est le cinéma que je préfère. De John Ford, d'ailleurs, à Pasolini, si vous voulez, en passant par qui vous voulez, Fassbinder ou que sais-je encore. Enfin, je crois que l'immense originalité du cinéma, réside dans sa simplicité, en fait. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et du coup, quand je disais ça, c'était pour l'économie d'écriture, on y reviendra peut-être, mais l'économie aussi de financement, parce que le cinéma est un art très cher. Si on veut en faire de manière libre, indépendante, et si on veut en faire longtemps, et si on veut faire beaucoup de films, si on ne fait pas... donc, évidemment, j'ai jamais eu l'idée de faire un coup. Je ne cherche pas un sujet qui va être un coup, qui va fonctionner avec tel acteur, un montage, comme ça, bon, voilà, ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas quoi, des films du commerce ou des films de producteurs. Donc, comme je ne fais pas ça, mais que j'essaie d'avoir une continuité avec ma troupe de travail, donc de raconter tout simplement le siècle dans lequel on vit à travers nos propres vies, à ce moment-là, évidemment, ça nécessite aussi une économie relativement, pas basse d'ailleurs, mais l'économie nécessaire à chaque film. Voilà. Et là, j'allais dire, tout le monde y prend garde. C'est-à-dire que je dirais que je travaille avec ces techniciens, ils font tous attention à leur budget. Voilà. Ils font tous, personne n'est dans l'excès, personne n'est dans la caricature du cinéma, le simulacre, ou si on n'a pas les moyens, on est mal considéré, etc. Toutes ces bêtises. Voilà. Donc effectivement, là, tout le monde gère au mieux le monteur, le décorateur, le chef-op, ne me demande pas... voilà, 50 kilos de matériel électrique en plus, il en a besoin de 22 kilos. Voilà. Voilà. Et du coup, ça donne des tournages, évidemment, d'une grande... j'allais dire d'un grand bonheur, en fait. Voilà. Même quand on fait des films très durs, parfois avec des choses très, très difficiles à filmer, parce que on filme des réalités parfois difficiles, mais malgré ça, tout ça se fait dans une ambiance absolument sereine et détendue. L'autre manière, d'ailleurs, si vous voulez, de ma méthode, même entre guillemets, ma méthode, c'est pas, je ne suis pas Stanislavski, hein, mais bon, c'est aussi de ne pas insister. C'est-à-dire que si une scène ne fonctionne pas, si on n'y arrive pas,
j'arrête. Et on la reprend. Ça, c'est aussi le luxe de la troupe. Les acteurs ne s'en vont pas au Guatemala tourner un autre film, ou bon, etc. Donc j'ai du temps de travail par rapport à ça, du coup. Et du coup, je dis, bon, dans ces cas-là, je dis, ben, écoutez, n'insistons pas, on va se fatiguer, en se fatiguant, on n'obtiendra rien. Je ne crois pas à ça, je ne crois pas à l'effort, à l'acharnement, je ne crois pas à la création dans la douleur, on pourrait dire, voilà. Je ne crois pas, voilà. Je suis pour l'accouchement sans douleur. Depuis toujours, pour les filles, évidemment, depuis toujours, mais pour nous aussi, si je peux utiliser cette comparaison. Donc, on revient une semaine après, parce qu'on a gardé le décor aussi. Je ne casse pas les décors à chaque fois, comme on dit casser les décors, c'est-à-dire tout simplement les libérer. Mais en termes de sinon, je dis casser les décors. Donc, je ne les casse pas. Donc, éventuellement, une semaine après, on retourne avec les mêmes acteurs, on fait la même scène, et on trouve quelque chose qu'on n'a pas trouvé la fois d'avant. Mais on n'a pas insisté. Ça m'est arrivé de le faire 3 fois. C'est la deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, carrément, j'ai dit, écoutez, je vais réécrire quand même un peu la scène, il doit y avoir un problème. Donc, en réécrivant en partie la scène, et la troisième fois, évidemment, on était heureux. Par exemple, la fin des Neiges du Kilimanjaro, qu'on a tourné 3 fois. C'est un commun accord. C'est quand même moi qui dis ça va pas, et les trucs qui ne vont pas, ça me plaît pas, quoi. C'est pas ça me plaît, mais ça pourrait être mieux, quoi. C'est un pressentiment, hein, c'est pas objectif. Je dis pas là sur tel mot, sinon on corrigerait, si c'était très objectif. Je me dis un truc qui ne va pas, c'est très sûr. Bon, en général, les sentiments sont partagés, quoi. Les acteurs le savent aussi, ils savent qu'il pourrait se passer quelque chose de mieux, hein, je veux dire. Vous savez, les acteurs savent aussi bien que les metteurs en scène ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est un grand mythe aussi, c'est une grande supercherie de considérer que les metteurs en scène, aussi célèbres soient-ils, aussi auteurs soient-ils, en fait, ne dirigent pas à la baguette leurs acteurs. Ça ne tient pas debout, quoi. Un grand acteur... Et là, faisons des comparaisons simples aussi, c'est comme un premier violon avec un chef d'orchestre. Ils sont à égalité, bien entendu. Bon, voilà. Tu es belle, je t'aime, je t'aimerai toujours. C'est la dernière fois que je fais cette route jusqu'à Belgrade. C'est trop dur. J'en ai assez d'être sans vous. Tu dis toujours ça. Ouais, mais cette fois, c'est vrai. Je vais en parler au chef. Ça nous fera moins d'argent, mais on pourra en faire un deuxième. Ah ouais? Ouais. On fait tout de suite si tu veux. Allô, maman, oui? Non, non, tu me déranges pas du tout. Quoi, pardon? Oui, il fait ses gammes. Ouais, oui, je t'écoute. Sors! Sur le découpage, c'est possible de travailler de cette manière-là, si on en a le désir. Moi, c'est pas le mien, hein, du tout, mais bon. Mais ça, je comprends bien qu'on puisse storyboarder un film et l'exécuter selon le plan préétabli. Ce qui ne veut pas dire que le corps des acteurs, le visage des acteurs, ce qu'a pensé l'acteur la veille du tournage, si jamais la veille du tournage, sa mère est morte, le lendemain, il jouera la scène, bien sûr, comme elle est écrite, mais on verra quelque part que sa mère est morte la veille, en fait. Je parle exprès, un truc tragique. Ou alors il est devenu grand-père et il est ravi. Si vous voulez, moi, quand je disais que j'aimais beaucoup le cinéma simple, c'est-à-dire au fond, moi, des plans fixes, ça me plaît beaucoup. Des plans fixes, des panneaux, bon, effectivement, d'ailleurs, dans mes films, quand je suis dans l'excès, je fais 10 travelling. Hein. Voilà. Mais c'est des films où je bouge beaucoup. Non, sinon, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, mais ça bouge par le montage. Je découpe, par contre. J'ai toujours découpé beaucoup, je ne fais pas de plans séquences. Donc je découpe avec des plans fixes, des panneaux, depuis quelque temps. Et je ne sais pas pourquoi, bon, on fait un peu des zooms souvent, ces derniers temps. Je ne sais pas, ça me plaît bien. Des zooms qu'on ne voit pas, hein, des zooms combinés souvent à un panneau, donc... Enfin, qu'on voit quand on est cinéaste ou expert, bien sûr, mais que le public en général ne voit pas. Ça qui assouplisse un petit peu les choses, qui enlève un peu de raideur. Voilà. Je trouve que mes films étaient un peu plus raides avant.
Mais pour autant, je trouve ça pas mal, hein, d'être raide, rugueux, abrupt, voilà. Et puis, je sais pas, je deviens peut-être un petit peu plus doux avec l'âge, je sais pas. Je m'adoucis, peut-être. La seule chose que j'ai, j'allais dire, en tant que auteur, metteur en scène et producteur, d'ailleurs, de mes films, par rapport aux autres, par rapport aux acteurs, par rapport aux grands postes de collaborateurs, au chef opérateur, au chef décorateur, tout ça, au chef monteur, c'est le pressentiment du film. Donc c'est vrai que c'est moi qui signe le film, voilà. Donc c'est le pressentiment, c'est moi qui ai voulu le faire, c'est bon. Ah, mais vraiment, la chose peut bouger, je découvre quand même le film au fur et à mesure. Effectivement, sur La Petite Voleuse, tout le monde me dit que mon regard s'est adouci. Voilà. Je dis tout le monde, le public, quand je fais un débat public, bon, mais aussi certaines critiques. Donc à plusieurs niveaux donc, de lecture des films, on me dit ça souvent, donc je crois les gens qui me disent ça, et vraiment je réponds, j'y suis pour rien. C'était pas une volonté, ça s'est passé comme ça, voilà. Donc je crois que dans un film, il faut être à la fois, pour fabriquer un film, il faut être à la fois, mais c'est peut-être vrai dans l'art en général, il faut évidemment connaître l'histoire de l'art qu'on pratique, l'histoire de l'art en général, évidemment qu'il y a un point de vue théorique, il y a un point de vue politique, et en même temps il faut se laisser aller, quoi. Il faut quand même s'abandonner. Et c'est assez difficile en fait l'exercice quand les choses sont aussi en fait, pour le dire comme ça, intellectuelles que ça, de se lâcher. Ben c'est pas si simple. Enfin, c'est la fameuse phrase de Picasso, j'ai mis 70 ans à réapprendre à dessiner comme un enfant, où il y a des gens qui y arrivent. Pour moi, une des personnes au monde qui arrive le mieux, c'est Pasolini, où je trouve que c'est sidérant pour quelqu'un qui était aussi rationnel que ça, d'être simultanément aussi subjectif que ça, quoi. Ça continue à m'épater, enfin, c'est un de mes auteurs préférés. L'Évangile de Saint-Matthieu, c'est un film fou. Fou de liberté, qu'on peut regarder sans arrêt, enfin, en boucle, on peut regarder un quart d'heure, partir, revenir, enfin, peu importe, mais c'est comme dans la musique, en fait. C'est-à-dire, c'est magnifiquement évocateur d'une sensibilité, de l'humanité.